pour les questions. Bon, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour votre présence et merci à l'association des Amis du musée de l'imprimerie de Lyon pour votre invitation et pour l'organisation de cette conférence. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui? Ok. Alors, j'aimerais commencer mon exposé sur les liens entre l'imprimé et la sériciculture en France au XVIIe et XVIIIe siècle par une citation qui, je crois, permet d'entrer en fait tout de suite dans le vif du sujet que j'aimerais exposer aujourd'hui. Citation qui va aussi servir de fil rouge à mon introduction, dont je confesse qu'elle est un petit peu trop longue. Alors, c'est une citation qui date de 1775 et qui est due à un certain sieur Buffel, qui est quelqu'un qui sait de quoi il parle quand il parle de sériciculture, a priori puisqu'il est inspecteur des manufactures de soie en Languedoc et qu'il est lui-même entrepreneur de moulinage à Chaumérac en Ardèche. Et en 1775, donc, il publie à Paris un livre au titre très intéressant, un livre dont est tirée cette citation. Ce livre s'appelle « Les réflexions critiques sur la muriométrie ». Je vais y revenir là-dessus. Alors, je suis désolé, mais je n'arrive pas, en fait, à... Je sais pas, il y a un problème de connexion entre mon ordinateur et le vidéoprojecteur, et je vais être obligé à chaque fois de repasser voilà, pour... Bon. Voilà. Donc voilà cette citation. Je vais vous la lire. « Il est bien peu d'art qu'on puisse apprendre parfaitement par le secours des livres, même des auteurs qui ont été les plus expérimentés dans les matières qu'ils traitent. Il est déjà reconnu que les livres écrits depuis 25 ans sur la plantation des mûriers et l'éducation des vers à soie ne peuvent servir de rien ou de peu de choses. On n'en trouve pas deux qui s'accordent, et cependant ces auteurs assurent qu'ils n'ont pris pour guide que leurs expériences. Il faut donc qu'ils les aient mal faites, ainsi que les calculs nécessaires. » Je crois qu'il y a plusieurs choses dans cette citation ici qui méritent d'être relevées et qui permettent de poser de premières questions et d'y répondre rapidement à ces questions pour poser les premiers jalons de la réflexion que j'aimerais vous présenter aujourd'hui. D'abord, Buffel écrit que depuis les années 1750, puisqu'il dit au cours des 25 dernières années, un grand nombre de traités de sériciculture ont été publiés en France. Alors, d'abord, première question, comment expliquer cette vague de publications à laquelle il fait référence ? Il y a d'abord le contexte général. Le milieu du XVIIIe siècle, c'est un moment d'explosion du nombre de publications dans de très nombreux domaines, et en particulier dans les domaines qui touchent à l'économie politique, notamment l'agronomie. Il y a un historien britannique qui s'appelle Peter Jones qui parle des Lumières agricoles pour qualifier cet engouement très marqué des Lumières pour l'agriculture. Donc il y a ce contexte général, mais il y a aussi un contexte plus particulier qui explique cette explosion du nombre de traités sur la sériciculture au milieu du XVIIIe siècle. Et ce contexte plus particulier, c'est celui de la politique d'encouragement à la sériciculture. Alors, on peut remonter beaucoup plus loin, on va le voir, je dirais un peu plus dans le détail dans l'exposé, mais en gros, du début du XVIIe siècle, sous Henri IV, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, et en vérité, on pourrait continuer bien jusqu'au XXe, on a des moments où on observe des pics de publication sur la sériciculture, et ces moments, en fait, correspondent toujours, c'est assez logique, correspondent toujours à des moments où, en fait, le pouvoir royal cherche à encourager le développement de la sériciculture là où elle existe déjà, et sa diffusion, son introduction et sa diffusion là où elle n'existe pas. Donc on observe ça sous le règne d'Henri IV, en particulier entre 1599 et 1608, sous l'impulsion de son conseiller Barthélemy de la Fémasse. On observe un deuxième pic comparable, même s'il est bien plus modeste, à la fin du XVIIe siècle, qui est en fait dû à un seul auteur, qui s'appelle Christophe Inard, je vais en reparler, qui tente de convaincre Colbert et Louis XIV de reprendre cette politique d'encouragement séricicole qui avait été initiée sous Henri IV.
Et puis enfin, on a donc ce véritable boom de publications séricicoles au milieu du XVIIIe siècle, dans les années qui suivent en fait la mise en place d'un grand programme de diffusion de la sériciculture dans tout le royaume, qui est un programme impulsé notamment par le contrôleur général des finances Philibert Horry, et qui est piloté par le directeur du bureau du commerce, Daniel Truden, qui est plus connu pour les routes, mais qui s'investit énormément dans cette question de la sériciculture. Donc, premier ensemble de problèmes auquel on arrive avec l'analyse de cette citation, c'est finalement la question du lien entre la littérature séricicole, d'une part, et une politique économique du pouvoir royal. C'est vraiment ce lien qui transparaît ici. Et donc, un premier ensemble de questions, là, comment le livre imprimé, finalement, a été utilisé comme un outil de gouvernement agricole dans ce cadre. Qui sont les auteurs Qui sont les auteurs de ces traités et quelles relations est-ce que ces auteurs entretiennent avec le pouvoir royal? Premier point. Revenons maintenant donc à la citation de Buffel pour faire à son propos un deuxième ensemble de remarques. Justement, à propos de ces auteurs de traités séricicoles, notre Buffel, notre auteur des réflexions critiques sur la muriométrie, relève qu'il existe entre tous les auteurs de traités de sériciculture de très nombreuses contradictions sur différentes questions techniques qui sont propres à la sériciculture. Alors, je voudrais m'arrêter là-dessus et expliquer un petit peu ce qu'il entend par là. En fait, il renvoie à de véritables controverses savantes, notamment celles sur la pertinence du greffage des mûriers, je vais y revenir. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que pour lui, ce désaccord entre auteurs, il est révélateur d'une certaine incompétence. Il faut remarquer que, en s'attaquant en fait à la méthode des auteurs de traités de sériciculture, il utilise dans cette citation et il oppose les deux acceptions en cours à cette époque-là du terme et de la notion d'expérience. D'abord, le sens traditionnel de l'expérience comme une acquisition de savoir-faire, et on sent bien que c'est cette expérience-là, au sens traditionnel, qui, pour lui, est la plus utile, la plus légitime, quand il s'agit d'écrire sur la sériciculture. Et puis, il évoque aussi un sens qui, à cette époque-là, est encore, il n'est plus si récent, mais qui est plus moderne, on va dire, le sens d'expérience comme une pratique scientifique, fondée sur la mesure, sur le calcul, mais cette fois, il utilise cette acception-là du terme pour affirmer que les auteurs de traités de sériciculture sont incompétents en la matière, ou alors, et d'ailleurs c'est plutôt ça qu'il a en tête, que ces auteurs fabriquent et faussent les résultats de leurs expérimentations et de leurs calculs pour coller à leur opinion. Je reviendrai sur cet aspect. Donc ce qui transparaît ici, c'est une réflexion finalement sur la légitimité des auteurs et sur la validité des procédés heuristiques que ces auteurs utilisent dans leurs traités techniques. Finalement, la question qui se pose ici, c'est comment établir la vérité en matière de sériciculture. Est-ce que les méthodes de la science expérimentale peuvent être utiles pour faire progresser la sériciculture? Et plus généralement, c'est la question aussi du rôle de l'imprimé dans la construction de la sériciculture comme une branche à part entière de l'agronomie qui est ici posée. Dans une perspective d'histoire des savoirs, évidemment. Enfin, troisième ensemble de questions auxquelles on arrive en réfléchissant à cette citation, Buffel pointe, et c'est ce qui est peut-être le plus intéressant dans la citation, ce qui suscite tout de suite une réaction, c'est qu'il pointe l'inutilité finalement de tous ces traités de sériciculture imprimés. Alors, est-ce qu'il faut comprendre que pour lui, il y aurait une sorte d'antinomie, d'incompatibilité entre le livre imprimé et les techniques séricicoles, peut-être plus généralement les techniques liées à l'agriculture, à l'élevage, etc. Alors pour dire les choses autrement, en fait, est-ce que finalement on a ici affaire à une critique radicale de la littérature technique ? Oui et non. Je pense que pour mieux comprendre, il faut en venir à situer un petit peu plus précisément le contexte des propos de Buffel. Son livre, donc les réflexions critiques sur la muriométrie, est en fait une contradiction, point par point,
de plusieurs centaines de pages d'un livre publié 5 ans auparavant qui s'appelait La muriométrie, qui avait été publié par un personnage assez fantasque, assez haut en couleur, Charles-Antoine Dubay, en 1770. Donc, je vais revenir sur cet ouvrage important qu'est La muriométrie de Dubay. Dubay qui est également l'auteur d'un autre néologisme que j'ai repris pour le titre de ma conférence, la muriomanie, j'y reviendrai aussi. Mais pour l'instant, contentons-nous de dire que l'ouvrage de Buffel critique très très fortement cette muriométrie de Dubay. Pour Buffel, la muriométrie de Dubay est l'exemple même, l'exemple type du traité de sériciculture inutile, voire nuisible, parce qu'écrit, pourquoi inutile et nuisible? Parce qu'il a été écrit par un curieux qui cherche à plaire à d'autres curieux, plutôt que par un praticien expert qui aurait cherché à améliorer la pratique d'autres praticiens. Dubay, je vous l'ai dit, c'était l'inventeur d'un autre néologisme. En plus de muriométrie, il parlait de la muriomanie. Et ce terme de muriomanie avait sa raison d'être. Il y a dans les années 1750-1760 une véritable folie du mûrier et du ver à soie qui s'empare d'un grand nombre de riches propriétaires amateurs d'agriculture. C'est une véritable mode qui est liée bien sûr aux politiques d'encouragement menées par le pouvoir royal. Et cette mode entretient et stimule les publications imprimées sur ce sujet. Mais pour Buffel, et pour bien d'autres d'ailleurs, cette mode n'est qu'une chimère. Et toutes ces publications sont inutiles, justement, parce qu'elles ne s'adressent qu'à des curieux, riches, et donc capables de faire de gros investissements, par exemple pour introduire la sériciculture en Bourgogne. Et que ce sont donc des publications qui sont parfaitement déconnectées des réalités de terrain vécues par la masse des cultivateurs du royaume. Ça, c'est une critique qui est très présente dans les années 1770 et qui porte contre toute cette mode de la muriomanie, et Buffel est le chef de file de cette critique. Donc finalement, la question qui est posée ici, c'est la question de la capacité pour l'imprimé technique au XVIIe et XVIIIe siècle à dépasser le cadre d'une mode, finalement, d'une mode distinctive réservée aux possédants, pour devenir un véritable outil d'instruction adapté aux besoins de la masse productive. Voilà, donc à l'issue de ce long commentaire introductif de la citation de Buffel, on se retrouve avec un ensemble de 3 questions à propos des liens entre l'imprimé et la sériciculture à l'époque moderne. D'abord, comment est-ce que ces liens entre l'imprimé et la sériciculture ont-ils été noués par la monarchie à travers sa politique séricicole? Deuxième question, comment l'imprimé a-t-il contribué à la formation de la sériciculture comme un champ de savoir légitime et comme une branche finalement de ce qu'on va appeler à partir du début du XIXe siècle l'agronomie, même s'il y a déjà quelques exceptions, quelques occurrences du terme à partir des années 1750-60. On ne parle pas d'agronomie encore véritablement à ce moment-là. Mais donc comment l'imprimé va contribuer à la formation de la sériciculture comme une branche de l'agronomie naissante. D'ailleurs, on va commencer à parler de sériciculture, de moriculture au début du XIXe siècle également. Et troisième ensemble de problèmes, et troisième grande question, quelle connexion finalement ces imprimés établissent-ils entre les mondes de l'administration et de l'agriculture savante d'un côté et le monde des praticiens de l'autre? Donc, comme vous l'avez sans doute deviné, je vais suivre le fil de ces 3 questions pour organiser mon propos et pour tâcher d'y répondre. Je ne vais pas essayer de dresser un tableau exhaustif et chronologique de la littérature séricicole, même si
certains moments, ça va peut-être y ressembler un petit peu, mais c'est impossible, je ne vais pas essayer de le faire. Mais je vais plutôt étudier, dans un plus ou moins grand détail, certains exemples significatifs, en essayant de croiser au mieux, comme j'ai essayé de le faire dans ma thèse, l'analyse des imprimés eux-mêmes, bien sûr, et celle des nombreux manuscrits relatifs à ces imprimés qu'on trouve dans les archives départementales, dans les archives départementales de l'Hérault notamment, qui sont très riches sur la question, mais aussi aux archives nationales, notamment dans les sous-séries F10 et F12. Voilà, alors dans un premier temps, on s'intéressera donc à cette question des liens entre littérature technique séricicole et politique séricicole. Et là, je vais revenir en arrière, on va contextualiser plus largement, je pense que c'est important, en parlant de cette entreprise des soies sous Henri IV, que je vais essayer de vous présenter, pour vous la présenter comme aussi une entreprise éditoriale. Voilà, ça permet par exemple d'avoir une autre vision d'Olivier de Serres. Dans un deuxième temps, on verra l'imprimé comme un outil des hommes à projet, notamment au XVIIe siècle. Et puis, dans un troisième temps de cette première partie, l'imprimé est la fabrique administrative des savoirs séricicoles, surtout au XVIIIe siècle. Et puis, dans un deuxième temps, on parlera donc de deuxième grande question, du rôle de l'imprimé technique séricicole dans la structuration finalement de ces savoirs séricicoles. On va voir que l'imprimé sert à fédérer une sorte de, on ne peut pas vraiment parler de communauté scientifique, mais une sorte de nébuleuse d'auteurs et de lecteurs qui s'intéressent à la sériciculture et qui produisent des connaissances sur la sériciculture, notamment au XVIIIe siècle. On va voir que l'imprimé sert aussi finalement d'outil de médiation pour les controverses, pour les collaborations en matière de sériciculture. Et puis, on va voir que l'imprimé sert à diffuser des savoirs qui se veulent essentiellement des savoirs édictant une norme en matière de sériciculture. Et puis, finalement, on reviendra sur cette idée que les livres de sériciculture ne servent à rien. Et on précisera cette notion qui m'est chère et qui est très importante, je crois, en histoire et en philosophie des sciences, qui est la notion de réduction en art, qui est une notion utilisé à l'époque moderne, du XVIe au XVIIIe siècle, pour qualifier des opérations de captation et de formalisation et de diffusion normalisée de savoir épars, de savoir-faire épars, détenus par des praticiens qui n'écrivent pas, qui ne publient pas, de manière à diffuser ces savoirs qui est jugé utile pour enrichir le royaume. Voilà. Pour ce qui vous attend, si vous êtes d'accord. Vous pouvez partir si vous avez pris peur avec mon introduction, mais rassurez-vous, je vais maintenant cesser de lire un texte préparé et essayer d'être davantage dans une sorte d'improvisation autour de ce que je projette. Commençons donc par notre première partie, enfin, sur littérature technique et politique séricicole, cette fois vraiment à l'époque moderne, 16e, 18e siècle. D'abord, donc, cette fameuse entreprise des soies sous Henri IV, conçue comme une entreprise éditoriale. Alors, de quoi parle-t-on ? Qu'est-ce que c'est que cette entreprise des soies ? C'est une politique mercantiliste. C'est une politique mercantiliste de substitution d'importation. Il s'agit, vous le savez toutes et tous, la soie, c'est le textile le plus distinctif, le plus recherché au XVIe siècle. Ça coûte très cher et les soieries sont essentiellement importées d'Italie. Pour ce qui est des soies brutes, qu'on commence à produire à Lyon déjà au XVIe siècle, eh bien les soies brutes sont importées également, d'Italie, d'Espagne, du Levant, etc. Tout ça coûte très cher et dans une perspective mercantiliste, il y a notamment un conseiller d'Henri IV qui est son tailleur, son valet de chambre et qui va monter en grade, on peut dire, jusqu'à devenir contrôleur général du commerce. On a longtemps, l'historiographie a grossi les attributions véritables de ce personnage en tant que contrôleur général du commerce, mais bref, en tout cas, voilà. Barthélemy de la Fémas, qui est le conseiller d'Henri IV en matière de manufacture et qui va le convaincre d'impulser ce qu'on va appeler à cette époque-là l'entreprise des soies, qui vise
à diffuser la sériciculture dans le royaume. En même temps que les manufactures de soieries. C'est-à-dire que le projet est adossé finalement à quelque chose de plus connu, qui est l'implantation d'une manufacture de moulinage sur la place royale, l'actuelle place des Vosges. Ces deux projets, bien sûr, sont intimement liés, sont connectés, sont pensés en complémentarité l'un de l'autre, dans le cadre d'une véritable politique économique qui vise à créer une filière soie française. Mais donc, on va s'intéresser ici au versant séricicole de cette affaire, et avec l'idée qu'on cherche, donc, à partir de 1602, à diffuser la sériciculture dans le royaume. D'abord, en distribuant, bien sûr, c'est indispensable de commencer par là, il faut distribuer des mûriers, distribuer des vers à soie. En 1602-1604, une institution qui a été spécialement conçue pour cela et pour d'autres choses, mais pour mener à bien finalement la politique de la FEMAS, cette institution, c'est la Commission du commerce, va passer un contrat avec des entrepreneurs qui s'engagent à fournir plusieurs centaines de milliers de mûriers dans les généralités. Ce sont des circonscriptions fiscales, d'échelle régionale, on pourrait dire. D'abord, 4 généralités sont choisies, et puis le but est d'étendre tout ça à l'ensemble du royaume. L'idée donc est de fournir des mûriers qui vont être distribués gratuitement à la population, ainsi que des vers à soie, et d'employer aussi des experts qui vont passer d'une paroisse à l'autre pour former les paysans à la sériciculture. Bon, tout ça ne fonctionne pas, on n'a pas le temps de trop revenir ici, c'est pas le propos, mais il y a une deuxième entreprise, un deuxième projet qui cette fois va passer par les diocèses en 1604-1608, et là à nouveau des entrepreneurs qui se saisissent de ce contrat, de cette affaire avec l'État pour fournir mûriers et vers à soie. Mais ce sur quoi je voudrais insister en fait maintenant, c'est le fait que cette entreprise des soies, finalement, a été un moteur pour la publication des premiers textes, finalement, de la littérature séricicole française. Finalement, si on observe ces textes qui font la première littérature séricicole française à la fin du XVIe, début du XVIIe siècle, bien en fait, tous les auteurs de ces textes sont des gens qui sont très fortement intéressés et qui en fait participent, qui sont des acteurs de cette entreprise, de cette affaire avec l'État. C'est d'abord Olivier de Serres. Olivier de Serres, qui est bien sûr le plus connu d'entre eux, qu'on consacre souvent comme le père fondateur de l'agronomie française, etc. Bon, Olivier de Serres, je dis ça sur un ton un petit peu, parce que c'est assez anachronique finalement. Encore une fois, l'agronomie n'existe pas à ce moment-là. En tout cas, c'est un terme anachronique. Mais Olivier de Serres, donc, c'est intéressant, va publier un échantillon de son très célèbre Théâtre d'agriculture et ménage des champs, va publier un échantillon de ce texte en 1599, un échantillon dans lequel en fait il concentre tout ce qui concerne la soie, et c'est bien sûr tout à fait lié à cette atmosphère dont il a connaissance, à cette volonté au sein du Conseil du roi de préparer un grand programme, une grande entreprise de distribution de mûriers. C'est de manière tout à fait intéressée, bien sûr, qui va utiliser finalement cet opuscule imprimé pour se faire connaître auprès de la cour et se porter finalement quelque part candidat à l'entreprise à laquelle il va prendre part d'une manière très 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 nette, comme fournisseur en fait, comme fournisseur d'arbres. Mais ce qui est intéressant, alors pour illustrer rapidement les liens entre Olivier de Serres et cette entreprise, j'ai retrouvé notamment à la bibliothèque de l'Institut une requête de son fils, qui est ce représentant en affaires à Paris, Gédéon de Serres, qui écrit au roi en 1600 pour lui demander, on est donc dans les débuts, dans la préparation de cette entreprise, donc plusieurs entrepreneurs se mettent un petit peu sur les rangs et utilisent différentes méthodes. On n'a pas le temps de revenir trop dans les détails là-dessus, mais Gédéon de Serres, donc, le fils d'Olivier, présente au roi un projet d'entreprise de ce type qui va être
pour l'essentiel rejetées. Hein. Et on peut penser également à ce texte, qui est une promesse de vente de mûriers entre Gédéon de Serres et ceux qui vont véritablement obtenir le contrat, les entrepreneurs de la fourniture de mûriers engagés par la commission du commerce. Donc finalement, on voit bien les liens qu'il y a entre Olivier de Serres et cette entreprise. Il faut vraiment que j'accélère. Alors, si on regarde finalement tous les textes imprimés de cette époque-là sont fondamentalement liés à cette entreprise. C'est le cas du bref discours contenant la manière de nourrir les vers à soie de Jean-Baptiste Le Tellier. Jean-Baptiste Le Tellier est le principal entrepreneur qui a saisi l'affaire. Et il publie donc ce bref discours en 1602. Il le dédie à l'épouse de Sully, pour convaincre finalement à travers elle Sully, qui était assez hostile à cette affaire, de soutenir l'entreprise. Et c'est un volume tout à fait luxueux, qui reprend en fait une série de gravures publiées à Anvers à la fin des années 1570, qui sont des gravures de Philippe Gall sur des dessins de l'assez célèbre Stradanus. Bon, et qui présente, on n'a pas le temps d'en voir le détail ici, mais qui présente de manière très, très belle les différentes étapes après deux premières gravures finalement qui se veulent, une première gravure qui se veut historique, présente les étapes finalement du processus de production séricicole. Mais encore une fois, je les ai mises ici puisque c'est bien, vous pourrez les retrouver après, je crois, sur le site, mais on n'a pas trop le temps de s'étendre là-dessus. Un autre imprimé qui est dû à ce Jean-Baptiste Le Tellier sont les mémoires et instructions, qui là c'est vraiment un texte qui fait partie du contrat. C'est-à-dire que l'entrepreneur s'est engagé à publier 16 000 exemplaires, à faire imprimer 16 000 exemplaires qui vont être distribués dans les paroisses pour être remis aux personnes les plus entendues de chaque paroisse pour qu'ils puissent, grâce aux livres, grâce aux textes imprimés, diffuser les savoirs séricicoles auprès de la population. Et puis, même chose finalement pour le texte qui est publié pour l'entreprise qui suit et qui est adressé au clergé, où on retrouve finalement, donc notamment par la FEMAS, et on retrouve en fait énormément d'éléments du traité précédent, notamment les bois pour les gravures, sur lesquels je reviendrai peut-être. Bien, il est temps d'avancer. J'avais prévu trop de choses, donc je préfère couper un petit peu au fur et à mesure pour qu'on en vienne quand même à l'essentiel. Deuxième point, au XVIIe siècle, alors que cette entreprise finalement a très largement échoué, il se passe beaucoup de choses au XVIIe siècle qui éloignent quand même le pouvoir royal de ses préoccupations séricicoles, mais il n'empêche, il y a beaucoup d'auteurs qui vont se servir finalement de l'imprimé pour faire connaître au roi des projets, et notamment l'idée de reprendre cette politique séricicole. Il y a toute une historiographie, notamment anglo-saxonne, ce qu'on appelle les hommes à projet, que les Anglais appellent les projectors, qui présentent au roi des requêtes avec des promesses d'enrichissement faramineuses. C'est bien dans ce cadre-là qu'on peut interpréter tous ces projets, comme celui de Marc Maressé. Ça, c'est un imprimé assez rare que j'ai étudié pendant ma thèse, en 1610, qui est vraiment un projet finalement qui va complètement tombé à l'eau, mais qui vise à reprendre, à continuer l'entreprise initiée et échouée sous Henri IV. C'est le cas aussi de ce texte, là encore très, très méconnu, qui est une rareté aussi parce que c'est un projet d'implantation de la sériciculture lyonnais, ce qui est tout à fait paradoxal parce que Lyon, en fait, la ville de Lyon, de manière un petit peu contre-intuitive, mais très nette, était tout à fait opposée en fait à la diffusion de la sériciculture dans le royaume, parce que finalement profitait de l'importation du monopole de l'importation des soies étrangères.
Voilà. Et puis c'est le cas aussi d'un texte un petit peu plus connu, les Mémoires et instructions pour le plan des mûriers blancs, nourriture des vers à soie, de Christophe Inard, qui est un entrepreneur de moulinage provençal, qui est à la cour de Louis XIV et qui en tout cas se rend à quelques occasions à la cour de Louis XIV pour solliciter les ministres, et notamment Colbert, et lui vendre quelque part un projet d'implantation de la sériciculture dans la région parisienne. Et c'est vraiment dans ce cadre-là qu'il multiplie les traités imprimés, notamment celui-ci, qui va connaître un certain succès et avoir un succès assez durable finalement. C'est un traité qui est encore largement cité au XVIIIe siècle. Mais voilà, la dédicace par exemple de ce texte est tout à fait exemplaire. C'est vraiment une flatterie particulièrement flagorneuse adressée à Colbert, à la recherche de son soutien, qui finalement va se faire attendre très longtemps et se révéler beaucoup plus faible et beaucoup plus parcimonieux que ce qu'espérait l'auteur. Ce Christophe Inard va publier une série de traités, notamment ce poème publicitaire qui, cette fois, fait l'apologie d'un projet d'exploitation des vers à soie sauvages de Madagascar. Donc là aussi, on est vraiment dans le cadre d'un usage de l'imprimé en vue de faire valoir et de faire connaître un projet entrepreneurial. Même chose avec ce texte, le plan de mûrier blanc d'établissement royal, qui finalement est là encore un poème publicitaire adressé aux riches propriétaires parisiens en vue de les convaincre de venir acheter des mûriers et des vers à soie auprès de ce Christophe Inard. J'ai mis la citation que je trouve très belle. « Forcez à force de ducats la nature pour rendre utiles les campagnes plus infertiles. » Bien, mais j'en viens donc au XVIIIe siècle, et pour y rester dans l'heure et demie qu'il reste, on m'a donné 1h30, c'est ça ? Donc il me reste 1 heure, pardon, il ne me reste pas 1h30, dans l'heure qu'il me reste, pardon. Non, 45, ce serait long quand même. Bon, mais j'ai accéléré un petit peu parce que je tenais quand même, la conférence est annoncée sur les Lumières, donc je tenais un petit peu quand même à ce qu'on se passe plus de temps sur les Lumières que sur le XVIIe siècle. Ça va, je vais pas... Tout va bien. Bon, ok. Alors, donc l'imprimé et la fabrique administrative des savoirs séricicoles au XVIIIe siècle. Ici, donc, on se situe dans le cadre de la reprise, finalement, de ce programme initié sous Henri IV, mais très largement tombé en désuétude au XVIIe siècle, malgré... Bon, on pourrait revenir, mais ce n'est pas le propos ici, sur l'histoire vraiment politique de cette affaire, sur le fait qu'en fait, elle est reprise à l'échelle régionale par les États de Languedoc dans les années 1680. Bref, ce n'est pas le propos ici. On peut retenir qu'à l'échelle vraiment de l'État royal, du royaume, c'est au milieu du XVIIIe siècle, et à l'instigation notamment, même si c'est un petit peu simplificateur, on pourrait y revenir dans les questions si vous voulez, mais de Philibert Aury, qui est contrôleur général des finances de 1730 à 1745, que le pouvoir royal va donc reprendre avec les moyens qui sont les siens, qui sont beaucoup plus importants au milieu du XVIIIe siècle qu'ils pouvaient l'être au début du XVIIe, cette idée de diffuser la sériciculture, à la fois de la développer là où elle existe, dans les Cévennes, en Provence, dans le Dauphiné, etc. Mais aussi, et c'est ça qui moi m'a le plus intéressé peut-être dans ma thèse, parce que c'est un projet tout à fait démesuré et qui rencontre beaucoup d'échecs finalement, et une certaine obstination du pouvoir royal, aussi donc diffuser la sériciculture très largement, avec la certitude qu'on peut élever à profit des vers à soie dans tout le royaume, y compris en Bretagne ou en Bourgogne par exemple. Donc ce programme va être impulsé véritablement avec dynamisme par Philibert Aury, une forme de volontarisme, on pourrait dire développementisme plutôt, pour reprendre une notion développée par Philippe Minard dans son livre sur la fortune du colbertisme.
Philibert Horry donc, et Daniel Trudel, je vous l'avais dit en introduction, qui est le directeur du bureau du commerce, en plus d'être le directeur des ponts et chaussées. On tend peut-être un petit peu trop à l'oublier. Quand on pense à Trudel, on pense tout de suite aux ponts et chaussées. Il était aussi directeur du bureau du commerce. On l'appelait parfois le ministre du commerce. Et c'est lui, très largement, qui pilote depuis Paris cette mise en place d'un véritable réseau d'échelle nationale, on pourrait dire, même si c'est un petit peu anachronique, de pépinières publiques, de mûriers, qui visent à distribuer gratuitement des mûriers. On adosse à ces distributions, bien sûr, sinon ça servirait à rien, des distributions gratuites de verre à soie aux propriétaires qui prennent des mûriers, et on crée dans les villes, généralement dans la ville où on installe la pépinière, un atelier de tirage des soies privilégié et subventionné, qui va servir à capter finalement la production de cocon attendue et à la valoriser. Voilà pour le dispositif que je voulais par exemple aussi je voulais vous montrer quand même rapidement cette carte qui montre justement ce réseau finalement même si on ne voit pas très bien les liens qui peuvent exister entre elles, mais de pépinières publiques de distribution de mûriers. On voit en vert les pépinières qui sont uniquement consacrées à la production de mûriers, et en marron rouge les pépinières publiques qui sont en fait des pépinières des ponts et chaussées, mais donc où on trouve des arbres divers, mais qui en fait très vite vont servir elles aussi à produire des mûriers dans l'espoir d'introduire la sériciculture. Alors, j'ai appelé cette sous-partie l'imprimé et la fabrique administrative des savoirs séricicoles. Quel rôle finalement de l'imprimé dans ce dispositif, dont on comprend bien qu'il est plus élaboré, plus solide, plus ambitieux que ceux dont on a parlé concernant le début du XVIIe siècle. Il y a besoin de diffuser des savoirs. Comment établir une pépinière ? Comment contrôler un jardinier qu'on embauche avec de l'argent public pour établir une pépinière. Et donc, en fait, finalement, on se retrouve dans une situation où des administrateurs qui vont être en charge de ces pépinières sont demandeurs d'instruction, sont demandeurs de connaissances, de savoirs précis, à la fois sur la culture des mûriers, mais aussi sur l'éducation des vers à soie. Pour ça, Philibert Horry va d'abord demander à l'intendant de Languedoc, c'est normal, c'est en Languedoc qu'on trouve les meilleurs spécialistes de la sériciculture à l'époque. Horry, donc le contrôleur général des finances, va demander à l'intendant de Languedoc de trouver un expert qui pourrait écrire quelque chose, un texte qui permettrait d'être diffusé auprès de l'ensemble des personnages à qui on allait demander de diriger des pépinières publiques. Ce sont donc les instructions manuscrites de ce jardinier montpelliérain, qui est manifestement un jardinier. On a quelques lettres de lui, il écrit assez bien pour un jardinier du XVIIIe siècle, et il est donc mis à contribution. Il est manifestement très réputé à Montpellier, et il possède une grande pépinière, et il écrit donc des instructions manuscrites qui vont être copiées en plusieurs exemplaires, en dizaines d'exemplaires. On les retrouve en fait dans la plupart des archives départementales que j'ai pu visiter. Mais ces instructions sont très sommaires, et très vite elles s'avèrent tout à fait insuffisantes. Et dans les années 1700, début des années 1740, un personnage qui est en fait le subdélégué d'Issoire, à qui l'intendant d'Auvergne a confié la direction de la pépinière publique de mûriers d'Issoire, se plaint justement du caractère beaucoup trop sommaire des instructions dont il dispose, et demande des instructions imprimées, plus complètes, plus claires, plus faciles à suivre. Ça tombe bien parce qu'il a lu quelques semaines auparavant dans le journal de Trévoux qu'on allait bientôt publier à Poitiers justement un mémoire instructif sur les pépinières de mûriers blancs et les manufactures de verre à soie. Ce texte-là, dont vous voyez là la page de titre, qui est une publication anonyme, mais bon, quand on étudie un petit peu précisément le texte, on devine quand même, en tout cas on peut émettre l'hypothèse sans trop de risque que c'est un texte qui en fait est dû au propriétaire en fait, de l'atelier subventionné de tirage des soies qui est installé à Poitiers.
Alors, c'est intéressant d'observer ce texte et sa fabrique. Finalement, c'est un texte de commande, c'est un texte de commande administrative. On sait qui est demandé par Horry, en fait. Horry, dès 1740, cherche à avoir finalement un texte qui va pouvoir être diffusé, et c'est bien sûr, imprimé, c'est beaucoup plus pratique pour la diffusion. Il cherche à avoir un texte qui va pouvoir servir finalement de manuel ou d'aide pour les administrateurs à qui on va confier la charge des pépinières et des ateliers de tirage. Et c'est donc ce texte. Comment est-ce qu'il est construit? C'est assez intéressant de regarder, d'interroger ses sources, sa diffusion, sa réception. Déjà, quand on l'analyse et on le confronte aux autres imprimés qui étaient disponibles à cette époque-là, on se rend compte que c'est une compilation de mémoires qui ont été fournies, de mémoires manuscrits divers qui ont été fournis par Horry lui-même, dont ceux de Philibert. On se rend compte aussi que dedans, il y a des passages entiers qui sont pas forcément copiés, mais très largement repris de différents mémoires de l'Académie des sciences de Montpellier. Et donc voilà pour les sources. Donc, un auteur quand même bien inséré. Ce qu'on voit apparaître finalement, c'est un réseau de circulation d'informations, de savoir à peu près sûr, en tout cas légitime sur toutes ces questions-là. Et puis, pour ce qui est de la diffusion, la distribution va être orchestrée, en tout cas en Auvergne, une fois que le texte finalement arrive, parce que le directeur de la pépinière d'histoire, comme je vous l'ai dit, demande à l'intendant de faire parvenir quelques dizaines de copies dans la généralité auvergnate. La distribution va être orchestrée par l'intendant, notamment entre les subdélégués chargés de la vérification des pépinières. Puis il y a une réédition en 1745, commandée par les États du Béarn à leur imprimeur ordinaire. On voit bien qu'on a affaire là à un texte qui va vraiment servir de base administrative pour ce grand dispositif d'établissement des pépinières et de distribution aussi de verre à soie dans le royaume. Voilà, donc... Et en même temps, c'est un texte assez intéressant qui va être critiqué assez vivement, toujours dans le cadre de cette généralité de Riom, l'Auvergne, critiqué par un inspecteur des manufactures qui s'appelle Henri Sauclière, à qui on va confier finalement de chapeauter, de contrôler l'ensemble des opérations menées en Auvergne, l'ensemble des pépinières qui sont présentes en Auvergne, des ateliers de tirage subventionnés en Auvergne, etc. Et cet Henri Sauclière va chercher à s'imposer comme finalement le principal expert auvergnat, sinon un des principaux experts au sein du royaume. Et pour ça, il va chercher à publier. Alors, il va chercher le soutien notamment de l'intendant, qu'il ne va pas vraiment obtenir. On va revenir sur ces questions très intéressantes de comment publier, comment réussir à être imprimé finalement. Et c'est parce qu'il cherche à être imprimé et à être reconnu comme un expert en matière de sériciculture que Sauclière va s'attaquer à ce traité dans les lettres qu'il adresse à l'intendant. Ça nous amène finalement à la deuxième partie sur l'imprimé et la structuration finalement de la sériciculture comme champ de savoir, comme champ de savoir légitime et comme champ de savoir surtout investi par des personnages qui entendent le faire vivre, le faire évoluer, améliorer aussi par là les pratiques paysannes. Donc, on va voir dans cette deuxième partie que d'abord l'imprimé permet de faire émerger, finalement de fédérer, si on peut dire, ce qui n'est pas véritablement une communauté, mais c'est un terme un peu fourre-tout, mais une nébuleuse d'auteurs et de lecteurs autour des questions de sériciculture au XVIIIe siècle. Et puis, deuxième point, l'imprimé va bien sûr être un outil de médiation, de communication, de diffusion de l'information concernant les controverses et les collaborations aussi savantes liées à la sériciculture. Et puis enfin, si l'imprimé va jouer un rôle tout à fait déterminant dans l'émergence et la structuration de ce champ de savoir séricicole, c'est parce qu'il va diffuser des savoirs qui se veulent à la fois normalisés et normalisateurs. J'y reviendrai.
Est-ce que ça va l'affichage, si je laisse comme ça? Parce que c'est assez grand quand même ou... Ouais, ça va. Ok. Donc j'en viens à la première partie de ce grand 2, hein, sur la fédération d'une nébuleuse d'auteurs et de lecteurs. Euh, alors, revenons donc à cette question de la muriomanie, hein, qui est dans le titre de cette conférence. C'est quelque part un phénomène éditorial typique, hein, des Lumières agricoles. Là, sur ce graphique, ce qu'on voit, hein, c'est l'évolution du nombre de traités sur la culture du mûrier et l'éducation des vers à soie au XVIIIe siècle. Et on voit une explosion, hein, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Ici, voilà, on le voit de manière un petit peu plus claire, un petit peu plus nette. Puis ça donne un ordre d'idée aussi, hein. On voit que c'est pas non plus colossal, hein. Le pic, c'est la décennie de 1760, 16 publications, hein. Donc on voit que ça reste assez modeste, hein. Mais tout de même, hein. Alors c'est une courbe qui recoupe, hein. J'aurais pu vous mettre une autre courbe publiée par Gilles Denis dans un article récent, hein, qui recoupe en fait très bien la courbe sur l'agriculture jusqu'aux années 1760. Hein. C'est-à-dire que l'agriculture, ça continue de monter. Mais là, on voit bien, hein, qu'il y a une mode, hein, vraiment un effet de mode dans les années 1760, 1770 en particulier, hein, autour de cette question séricicole. Pardon. Un tel engouement, hein, qu'on en vient donc à parler de muriomanie, hein. Donc je vous mets là la page de titre de ce texte, hein, de Dubay, qui s'appelle La muriomanie ou Réflexions nouvelles sur le ver à soie, hein. En fait, ce livret plutôt est un livret publicitaire, hein, qui annonce la publication du livre du grand œuvre, hein, de Dubay, qui paraît en 1770 et qui finalement va changer de titre, hein, et va s'appeler La muriométrie. En fait, Dubay cherche avant tout à séduire par un titre accrocheur. Hein. En vérité, dans son livre qui s'appelle La muriométrie, il n'explique pas vraiment pourquoi, et il n'explique pas véritablement le sens de ce titre, hein. Il cherche avant tout, en fait, par le titre, à capter l'attention de l'acheteur, hein, en suggérant, hein, un système scientifique finalement, hein, de moriculture, ce qui est tout à fait intéressant. Voilà, donc le terme vraiment de muriomanie, hein, est un terme de l'époque, hein, qui désigne vraiment cette folie, hein, du mûrier et du ver à soie parmi, hein, des gens qui se conçoivent, hein, comme une certaine élite éclairée, hein, et friande finalement d'amélioration agronomique. Hein. Je vous ai mis aussi une citation là tout à fait typique, hein, tirée d'un discours qui a été présenté à l'Académie des sciences de Besançon. Hein. Nous voyons que la murimanie, hein, lui il dit murimanie, nous prions qu'on nous pardonne cette expression, il a bien conscience que c'est un néologisme assez bizarre, gagne toutes les parties du royaume. Cette culture qui paraissait d'abord devoir se borner aux provinces méridionales comme la Provence, le Languedoc, le Dauphiné, s'est étendue dans le Lyonnais. Déjà même on cultive avec succès des mûriers en Bourgogne, nous en avons vu réussir dans les froides montagnes de l'Auvergne, la Bresse en élève, toutes les généralités de proche en proche veulent faire des soies dans cette émulation universelle. Pourquoi la Franche-Comté resterait-elle oisive ? Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que derrière, hein, l'auteur de ce discours explique que justement la Franche-Comté devrait bien s'abstenir de tomber dans le piège de cette chimère, hein, de la murimanie. Mais bref, donc la muriomanie, hein, un vrai phénomène éditorial, si on veut, du siècle des Lumières. Hein. Je vous ai mis là une carte, je vais peut-être agrandir pour le coup, vu que c'est une carte où on voit les lieux de publication, hein, des traités de sériciculture en France au XVIIIe siècle. Alors, je ne vais pas commenter intégralement cette carte, parce que je n'ai pas le temps, mais ce qui est intéressant ici, je crois, ce que je voudrais dire surtout, c'est qu'en fait, assez vite, on se rend compte que chaque région va avoir son spécialiste, hein, et qu'il y a finalement, cette mode crée une sorte de marché, hein, du savoir, finalement, du savoir séricicole. Il y a une demande, hein, il y a une demande importante, et donc un certain nombre de personnages qui vont tenter de s'imposer à l'échelle régionale comme des spécialistes incontestés de la sériciculture. Alors, c'est un phénomène qu'on
observe très très clairement, par exemple à Dijon, avec Louis-Madeleine Bollet qui vraiment multiplie les appels de pied aux états généraux de la province pour être soutenu par eux et pour qu'ils soutiennent sa publication, pour qu'ils soutiennent sa candidature à différents postes, etc. Bon, c'est le cas, je vais parler de Lyon, de Mathieu Thomé, à Lyon, qui est membre de la Société d'agriculture. Et qui utilise très fortement, on le voit quand on regarde un peu précisément, par exemple, la Gazette d'agriculture, qui utilise sa réputation d'expert, parce qu'il va publier un certain nombre de mémoires très reconnu sur la culture du mûrier et l'éducation des vers à soie, qui vont être publiés plusieurs fois dans les années 1760-70. Et il utilise très largement cette réputation d'expert, qui n'est pas usurpée du tout, pour vendre des mûriers roses, la variété de mûriers roses qu'il contribue en fait à mettre à la mode et qu'il produit en masse dans ses pépinières de Brignais. Bon. Et puis, peut-être, on reparlera plus tard de Constant Castelet. On reparlera aussi de Boissier de Sauvage, qui est sans doute le meilleur. Si on devait, comme ça, établir une sorte de hiérarchie entre tous ces auteurs, Boissier de Sauvage, si vous devez choisir. C'est très dommage, je suis vraiment désolé, parce que j'avais prévu de vous amener son livre, parce que je l'ai à la maison, et je voulais et je l'ai oublié ce matin. Voilà, donc, je suis vraiment désolé. Ça aurait été bien de vous le faire passer, mais voilà, j'en reparlerai tout à l'heure. C'est vraiment, sans doute, si vous voulez lire un traité de sériculture du XVIIIe siècle, choisissez celui de Boissier de Sauvage, dont je reparlerai tout à l'heure. Alors, ce qui va faire aussi que l'imprimé va jouer un rôle tout à fait décisif dans la construction Oui, pardon. Peut-être, excusez-moi, j'ai envie de revenir un petit peu sur cette diapo, en fait. Je n'ai pas tout à fait terminé. Ce qui est intéressant aussi à dire ici, c'est finalement qui sont ces auteurs, que font ces auteurs. Comment est-ce qu'on en vient à publier des traités de sériciculture. Ce qui est notable, je crois, c'est qu'en fait, il y a 3 catégories d'auteurs. D'abord, il y a des personnages comme par exemple Mathieu Thomé ou Louis-Madeleine Bollet qui sont des personnages qui sont vraiment quelque part ce qu'on appelle à ce moment-là des agriculteurs, c'est-à-dire où on peut commencer à les appeler parfois des agriculteurs physiciens, des agronomes, ça commence. Des gens qui sont vraiment dans les réseaux, vous voyez, de Duhamel du Monceau, de gens qui sont dans les réseaux de ce qu'on appelle la nouvelle agriculture à ce moment-là, et qui cherchent à améliorer la culture des terres. Donc c'est un premier ensemble. Et puis il y a un deuxième groupe finalement d'auteurs. Donc c'est intéressant parce que en fait, c'est très important en fait d'avoir c'est pour ça que je reviens là-dessus, d'avoir cette distinction, parce qu'en fait ça a bien entendu des conséquences tout à fait déterminantes sur leurs conclusions finalement et sur leur prescription dans leur traité de sériciculture. On va revenir là-dessus. L'autre groupe, ce sont plutôt des manufacturiers. Ce sont plutôt des gens qui, en fait, donc c'est le cas de Constant Castelet, par exemple, qui est un spécialiste provençal, qui, en fait, est un entrepreneur de moulinage. C'est le cas de Dubay aussi, qui un personnage dont le début de carrière est assez trouble finalement, mais qui finit par devenir inspecteur des manufactures. C'est le cas de Buffel, dont on a vu tout à l'heure qu'il était inspecteur de manufacture. Et puis troisième groupe, enfin, finalement en fait essentiellement représenté par Boissier de Sauvage, même si Dubay est un petit peu à l'intermédiaire entre les deux. Mais bref, ce sont des naturalistes. Ce sont des gens qui approchent finalement tout ça de manière, on pourrait dire, désintéressée, si on veut. En tout cas, qui sont ni des vendeurs de mûriers, ni des acheteurs de cocons. Et c'est le cas de Boissier de Sauvage, qui est un éminent naturaliste sur lequel on reviendra. Et c'est peut-être aussi parce qu'il aborde ça de manière, allez, on va faire vite, scientifique et désintéressé, qu'il est l'auteur du meilleur, sans doute, du meilleur traité de cette époque. Voilà. Bon, donc je pense que c'était important de revenir quand même là-dessus. Si l'imprimé fédère aussi cette nébuleuse d'auteurs et de lecteurs, c'est aussi grâce aux périodiques. Et notamment à la Gazette d'agriculture, Commerce, Art et Finance,
qui est un périodique qui paraît de 1763 à 1783, qui est un hebdomadaire auquel on adosse assez rapidement un mensuel, qui est le journal d'agriculture, commerce, art et finance. Bon, le titre change, bref, mais c'est la même publication qui est très largement en fait une publication officielle, administrative, même si c'est un raccourci de dire ça, mais c'est une publication qui, dès le départ, est très fortement liée en fait à Bertin, qui est un temps contrôleur général des finances, et puis à qui on va confier, vous le savez, je pense, un ministère en fait vraiment en charge, notamment de l'agriculture, et qui va être le ministre à l'origine, même si c'est pas lui qui a l'idée, mais des sociétés d'agriculture. La Gazette finalement est pensée comme la caisse de résonance des recherches qui sont menées au sein des sociétés d'agriculture. Et cette publication périodique va contribuer très fortement à diffuser plus généralement que les traités imprimés, qui sont finalement assez coûteux. La Gazette va contribuer très fortement à structurer finalement, à créer une petite communauté d'auteurs et de lecteurs et de curieux, de gens qui s'intéressent et qui communiquent en fait grâce à ce média qui communique d'une semaine après l'autre et qui se lance parfois dans des véritables controverses, dans des véritables correspondances par périodiques interposées sur la sériciculture. Donc là, on voit l'évolution du nombre des contributions relatives à la culture du mûrier dans la Gazette. Entre 1763 et 1783, on voit que ça suit finalement à peu près la même logique que les traités, même si on avait regardé les traités sur une échelle de temps plus importante. Et puis intéressant aussi, je crois, ici on voit les principaux sujets des articles de la Gazette relatifs à la culture du mûrier. Vous voyez on parle de la sériciculture, mais c'est vrai que je me suis tellement intéressé dans ma thèse plutôt à la culture du mûrier que c'est la même chose finalement. En tout cas, c'est le versant agricole de la sériciculture. Et on voit en fait très bien, c'est intéressant parce que ça permet finalement alors, bon, c'est pas forcément très lisible comme ça, mais je vais essayer de l'expliquer rapidement. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a des moments où le débat finalement des gens qui s'intéressent à la sériciculture est focalisé par une question. Et c'est en ça qu'on voit bien que la Gazette finalement est un organe important de discussion, de controverse aussi, on va y revenir, entre les personnages de cette époque qui s'intéressent particulièrement à la sériciculture. Et on voit, j'y reviendrai tout à l'heure, mais par exemple qu'en 1766, le débat est presque complètement occupé uniquement par la controverse du greffage, sur laquelle je reviendrai. Mais on voit aussi qu'une question tout à fait récurrente, c'est celle qui est représentée ici en bleu, celle du climat. Est-ce qu'on peut cultiver des mûriers, élever des vers à soie dans tous les climats du royaume voilà, on voit qu'il y a comme ça des moments qui, grâce à la Gazette, à travers la Gazette, s'imposent comme des moments où se focalise l'attention sur une question en particulier. Bien, et donc, deuxième point, l'imprimé. L'imprimé permet ici notamment la Gazette, pardon, qu'est-ce que j'ai fait ? Excusez-moi. De servir finalement de lieu d'arène, c'est le terme qu'on emploie à l'époque, pour les controverses. Les véritables controverses savantes à propos de la sériciculture, oui, à cette époque-là, il y en a, bien sûr, déjà. Il y en a, notamment sur le greffage. Tout commence, notamment, quand Pierre-Louis de Massac, qui est un membre de la Société d'agriculture de Limoges, publie dans la Gazette d'agriculture un texte qui appelle finalement tous les curieux, tous les lecteurs de la Gazette qui s'intéressent à la sériciculture à résoudre un problème, à résoudre une contradiction. On en revient à la situation de départ de Buffel. Il parle donc de Mathieu Thomé et Jean-Baptiste Constant Castelet, deux auteurs dont je vous ai déjà parlé, qui ne sont pas d'accord sur le greffage, et vraiment pas d'accord.
On a donc deux auteurs qui nous assurent n'avoir écrit que d'après des expériences suivies pendant plusieurs années, diamétralement opposées de sentiments dans un fait. Auquel des deux hommes devons-nous la préférence? Comment fixer nos incertitudes sur un point aussi important? Je pense que pour y parvenir, il n'est question que d'inviter les gens bien instruits dans cette partie à traiter à fond le sujet. Et c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes, plusieurs lecteurs, qui vont envoyer des textes, à la Gazette, qui vont être publiés, qui vont alimenter comme ça un débat autour du greffage des mûriers. Controverse sur laquelle on n'a pas le temps de revenir sur le fond, on pourra le faire pendant les questions, mais en gros, ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'il y a une opposition finalement, ce que je vous disais tout à l'heure, qui rejoue entre des auteurs qui sont plutôt issus du monde de l'agriculture, on va dire, comme Mathieu Thomé, qui donc sont plutôt enclins à encourager, à prôner le greffage, plus favorable finalement aux propriétaires de mûriers, parce que les mûriers vont produire plus de feuilles et donc on va louer les mûriers plus cher. Et puis d'un autre côté, Constant Castelet, qui est un manufacturier et qui maintient, qui assure que la soie produite avec des arbres qui n'ont pas été greffés, qu'on appelle des arbres sauvages ou sauvageons, est de meilleure qualité. Voilà pour juste situer un peu plus précisément cette controverse. Voilà, c'est assez intéressant parce que suivent un certain nombre de réponses sur lesquelles on pourra revenir éventuellement pendant les questions. Je pense que c'est important que j'avance un petit peu. Voilà, j'avais prévu un petit peu trop de choses, mais vu qu'on a du temps pour les questions, je vais faire en sorte qu'il en reste. Voilà. Donc on pourra y revenir à ce moment-là. Un certain nombre de réponses, et je vais juste revenir sur une réponse. Alors c'est très intéressant parce que les auteurs souvent envoyaient des réponses anonymes et se donnaient des pseudonymes qui bien sûr servaient à construire leur légitimité et se dire des Cévennes était pour ça très utile. Donc on a d'abord une réponse d'un paysan des Cévennes qui publie un certain nombre de textes sur la sériciculture dans la Gazette qui sont tout à fait intéressants. Mais plus tard, quand la controverse va reprendre avec Dubay, parce que Dubay, cet auteur de la muriomanie, de la muriométrie, finalement c'est le paroxysme de la muriomanie. C'est un personnage assez rousseauiste qui est radicalement opposé au greffage, qui considère comme une erreur nationale, carrément. Il appelle l'État à extirper tous les mûriers greffés des pépinières du royaume. Enfin, c'est assez amusant. Pour lui, c'est une véritable dénaturation du mûrier. C'est l'artifice, c'est vraiment très très mal. Et on se moque de lui. Buffel, que j'ai cité au début, n'est pas le seul du tout à se moquer de lui. D'autres auteurs moins connus, et notamment dans la Gazette d'Agriculture, se moquent de lui, comme ce Bertrand Maurus, qui se dit habitant des Cévennes, donc c'est bien sûr un pseudonyme, Maurus c'est mûrier en latin, qui publie dans le journal d'Agriculture en 1771, en s'adressant à Dubay: « Je ne sais, monsieur, si en composant votre traité, permettez-moi de vous le dire, vous n'avez point été un peu trop persuadé de l'infaillibilité de votre système, si vous avez consulté la nature, le sol, nos besoins même, ou plutôt si vous avez puisé dans de bonnes sources pour vous procurer certains éclaircissements. » Façon de dire, bien sûr, que Dubay est un sériciculteur de cabinet, parfaitement déconnecté des réalités du terrain. Et je passe sur les collaborations. Excusez-moi, je préfère couper plutôt que de m'arrêter abruptement au milieu de mon propos. Je préfère l'élaguer au fur et à mesure et avancer. On pourra revenir éventuellement sur les collaborations, si j'ai moins de choses à dire là-dessus, ensuite. L'imprimé sert donc enfin, on est toujours dans cette deuxième partie sur comment est-ce que l'imprimé finalement contribue à faire émerger et à structurer un champ de savoir sur la sériciculture. À travers la diffusion de savoir, il y contribue, c'est le dernier point de cette partie, à travers la diffusion de savoir normalisé, mais surtout ici normalisateur. Là, on va rentrer un petit peu dans des questions un peu plus de détails. Combien de temps me reste-t-il, pardon ? 18. Un gros quart d'heure, d'accord. Mon chrono s'est remis à zéro, c'est bizarre. C'est donc la question de la nomenclature, enfin des noms qu'on va donner aux variétés de mûriers.
Premier exemple qui permet de montrer comment l'imprimé finalement joue un rôle, un rôle normalisateur dans le champ de savoir séricicole. Il y a un problème qui se pose, c'est l'infinité des noms de variétés de mûriers. À mesure que la culture du mûrier se diffuse, apparaissent de nouvelles variétés horticoles, et chaque région va avoir le nom, un nom différent pour chaque variété. On ne sait pas très bien quel est le nom si c'est les mêmes variétés ou pas, c'est très compliqué. On ne s'y retrouve pas. Et donc, par exemple, Dubay écrit dans sa mûriométrie une chose qui paraît fort singulière, c'est que les écrivains n'ont rien de fixe sur la dénomination des espèces de mûriers. Et il est à présumer que la nomenclature des mûriers s'étendra à l'infini et suivra la progression des variétés. Et c'est vrai, quand on regarde des listes de variétés qui sont données par des praticiens, donc là qui sont plutôt tirées de sources manuscrites, on se rend compte que d'une région à l'autre, la liste des variétés n'est pas la même, et que parfois il y a des noms qui se ressemblent, on se dit, mais les descriptions ne sont pas les mêmes non plus. Donc il y a vraiment énormément de confusion, et finalement un localisme très très fort. On n'en est pas surpris, bien sûr. On n'a pas le temps de s'attarder précisément là-dessus. Vous pourrez le faire ensuite sur la diapo, mais là, voilà, je vous donne une liste de variétés du sieur Michel, qui est un jardinier réputé de Bagnols-sur-Cèze. Je précise juste que Bagnols-sur-Cèze, c'est quelque chose d'assez méconnu, mais que je trouve assez intéressant. Un Bagnols-sur-Cèze était une ville de rayonnement européen quand il s'agissait de mûriers. C'était vraiment la ville la plus réputée du royaume pour ses pépinières de mûriers. Voilà, donc d'où aussi la pertinence ici de mobiliser une classification qui vient d'un spécialiste de Bagnols. Pour ce qui est des Cévennes, on voit que on avait une liste de variétés différentes. Il y a des points communs entre les deux. Bon, j'ai pas le temps de m'attarder, mais en tout cas, l'idée ici, c'est de bien voir que les hommes de la pratique, que ce soit des sériciculteurs comme le sieur Puech, des pépiniéristes comme le sieur Michel juste avant, ont leur liste à eux, qui est sans doute déjà très réductrice en fait, à leurs yeux, de variétés de mûriers. Mais pour les auteurs comme Constant Castelet, par exemple, ça va pas, c'est trop compliqué. Il faut unifier. Il faut unifier à l'échelle de tout le royaume. Il faut qu'on ait un cadre qui soit le même pour tout le monde, pour qu'on puisse s'y retrouver dans toutes ces variétés de mûriers. Et donc Constant Castelet, dans son traité imprimé, L'art de multiplier la soie, qui paraît à Aix-en-Provence en 1760, propose, et il en est très fier, il dit je suis le premier à donner un système pour nommer toutes les variétés de mûriers, etc. Il propose donc ce système qu'il entend répandre et diffuser dans tout le royaume, et dont il espère qu'il sera adopté dans tout le royaume pour finalement en finir avec cet enfer de la nomenclature des variétés horticoles. Bon, il y aurait plein de choses à dire là-dessus, mais voilà. Ce qui est intéressant, c'est que c'est largement une chimère, et que c'est très critiqué, notamment par un Lyonnais, Rosier, qui je l'ai mis pas seulement parce qu'il était lyonnais, mais voilà, qui critique très fortement cette ambition de Constant Castelet de donner un système, une nomenclature universelle des variétés de mûriers. Il se moque de lui parce que ça relève finalement d'une certaine incompréhension de ce qu'est la systématique en botanique, mais il se moque aussi de lui parce que en fait c'est absurde. Pour lui, c'est bien normal que en fonction de chaque lieu et des sols, de l'exposition, des pratiques horticoles, apparaissent de nouvelles variétés qui vont avoir de nouveaux noms. Voilà. Donc diffusion de savoir normalisateur, on le voit à travers la volonté comme ça d'imposer une nomenclature des variétés de mûriers. On le voit aussi à travers la volonté d'imposer, à travers certains imprimés, des formes de plantation de mûriers idéales. Alors là-dessus, c'est pareil, il y aurait énormément de choses à dire. Mais voilà, je vous ai mis là cette gravure très simple, qui est un plan de mûrière idéale, qui a, en fait, je vous l'ai mise là parce qu'elle est reproduite dans un certain nombre de traités. Elle connaît un succès assez important parmi les amateurs de sériciculture qui ont les moyens d'investir dans des plantations modèles. Et il y a bien sûr derrière une sorte d'utopie capitaliste
et individualiste aussi, très fortement. L'idée, ça va être finalement d'enclore des petites plantations reproductibles à l'infini, dans lesquelles on va pouvoir installer une famille de travailleurs qui vont élever les vers à soie à partir d'une plantation de mûriers parfaite, où se complètent les mûriers en pourrette, les mûriers nains, les mûriers de haute tige, les mûriers greffés, les mûriers sauvageons, etc. Tout ça, bien sûr, dans le but d'avoir une plantation parfaitement adaptée aux différents âges des vers à soie, etc. Alors, ça reste pas totalement lettre morte. J'ai retrouvé, j'en étais très content aux archives départementales de Clermont, du Puy-de-Dôme, un plan manuscrit de plantation d'un particulier qui manifestement a ce modèle en tête. Voilà, donc mais ça reste bien sûr très minoritaire, réservé très largement à une élite, même si j'aime pas trop ce terme, mais voilà, à des gens finalement qui ont des moyens d'acheter, de lire ces livres, et puis ensuite d'essayer de mettre les préceptes qui sont mis en avant dans ces livres en application sur leur terre. Parce que finalement, Buffel le dit, peut-être que ces livres ne servent à rien. C'est un petit peu provocateur de terminer là-dessus, mais c'est ce qu'on va essayer de faire ici. D'abord en montrant que parfois savoir-faire et pouvoir dire ne se rencontrent pas. Ça, je crois que c'est un premier point très intéressant. Deuxième point, en s'intéressant à Boissier de Sauvage et à cette fameuse opération de réduction en art de la sériciculture. Et puis, je pense que je passerai sur la question du format qui finalement est beaucoup moins... Enfin, ça dépend du point de vue, mais j'ai moins de choses à dire en fait. Donc d'abord, parfois en fait, et ça je crois que c'est vraiment très intéressant, le savoir-faire et ce que je pense on pourrait appeler le pouvoir dire, ou plutôt le pouvoir publier, ce serait plus juste, ne se rencontrent pas. Dans les deux sens. C'est-à-dire que parfois, on publie sans savoir-faire en matière de sériciculture. Et c'est le cas notamment de ce traité des mûriers qui est signé par un certain Louis Lébreau de la Versanne, il n'est pas signé sur la page de titre, qui est publié en 1769, qui paraît à Paris, qui est un texte intéressant pour plusieurs raisons. D'abord parce que il commence par une adresse au lecteur qui est extrêmement méprisante à l'égard des paysans, voilà, qui pour moi c'est quelque chose de tout à fait banal quelque part dans les textes de ce type-là, qui présente les paysans comme des bêtes finalement très routinières, qui ne comprennent pas leur intérêt, qui ne comprennent pas grand-chose. Donc première chose tout à fait intéressante. Deuxième chose intéressante, c'est intégralement plagié, ou presque, notamment de Constant Castelet et d'autres d'articles de la Gazette d'Agriculture. Mais quand on regarde près et qu'on a lu à peu près tout ce qui était disponible à cette époque-là, on se rend compte que c'est totalement, intégralement plagié. Autre chose qui est intéressante, c'est que c'est sans doute un texte, en tout cas c'est mon hypothèse, mais je pense qu'elle se défend assez bien, qui est écrit par le jeune marquis de Sade en manque d'argent à 29 ans. Il y a plein d'arguments qui permettent de défendre cette hypothèse. On pourra y revenir au moment des questions si vous le souhaitez. Alors, d'autres fois, c'est peut-être plus intéressant, je pense. Finalement, on sait faire, on aimerait bien publier, mais on ne peut pas publier. Ou en tout cas, on rencontre un certain nombre d'obstacles. On se rend compte finalement, on a vu tout à l'heure, qui sont ces auteurs de traités séricicoles au XVIIIe siècle. Il n'y a aucun jardinier. Il n'y a aucun jardinier, il n'y a aucun non plus magnanier finalement de métier, d'homme de l'art, comme on disait à l'époque. Pourtant, on l'a vu avec le sieur Philibert de Montpellier, certains savaient écrire, même beaucoup finalement savaient écrire, et certains essayent, aimeraient bien être publiés. Et c'est un cas que j'ai trouvé vraiment passionnant dans mes recherches doctorales, du sieur Bertrand, qui se dit pépiniériste, ce qui est assez rare à l'époque, le terme, et négociant en mûrier. Il vit à Narbonne, mais il est originaire de Bolène. Et il demande à l'intendant de Languedoc une aide pour publier un traité sur la culture du mûrier. Il trouve que tout ce qui existe, c'est fait par des hommes de lettres qui n'y connaissent pas grand-chose, et que lui, finalement, et il envoie un mémoire, on a son mémoire qui est de très bonne qualité, de très bonne facture, et finalement, il n'a rien à prouver sur le plan de... Ses savoir-faire ne sont pas remis en question, et pourtant, sa demande est rejetée par l'intendant, qui lui dit
en substance, vous écrivez mal, vous êtes incapable d'adopter la langue et qui est de la langue nécessaire, le style nécessaire. Il emploie cette expression. Il faut mettre tout ça dans un style plus coulant, et il lui conseille d'employer un homme de lettres pour ça. Ce à quoi le jardinier répond: si je fais ça, je sais très bien que c'est ce qui se passe dans tous les cas quand tout le monde fait ça, l'homme de lettres va m'oublier et va s'attribuer mon travail. Et donc finalement son projet de publication échoue. Même si voilà, il fait d'autres tentatives, on pourrait y revenir, mais voilà, il parvient pas à publier. Et c'est, je crois, très intéressant parce que ça montre que l'imprimé technique à cette époque-là établit une frontière entre le savoir-faire et le pouvoir dire. C'est-à-dire qu'on ne remet pas en question dans cet épisode-là, dans cet exemple, on ne remet pas en question son savoir-faire, mais bien sa capacité et sa légitimité à dire, à écrire, et à publier son savoir. Finalement, les hommes de la pratique, à cette époque-là, étaient très largement considérés par ce qu'on pourrait appeler des instances de légitimation des savoirs, comme finalement des gens qui étaient incapables de théoriser et de formaliser leur art. Voilà. Et donc pour ça, on avait des spécialistes qui réduisaient en art. Et c'est ce que fait Boissier de Sauvage, notamment. Et il est temps, et je vais finir, je pense, là-dessus, de parler de cette réduction en art. J'ai gardé un peu le suspense jusqu'à la fin. C'est un concept vraiment que je trouve tout à fait fondamental en histoire des savoirs à l'époque moderne. Et c'est quelque chose qui est très largement étudié à la suite des travaux d'Hélène Vérin, qui est une philosophe et historienne des sciences majeure de la fin du XXe et début du XXIe siècle, et Pascal Dubourg-Glatini, voilà, dont les études sont réunies dans ce volume sur la technologie de la Renaissance aux Lumières, qui intéresse très fortement la question de l'imprimé et de l'imprimé technique. Donc qu'est-ce qu'une réduction en art ? C'est, donc là je reprends très largement l'introduction de ce volume, c'est un processus de formalisation des savoirs qui se retrouve finalement très fortement de la Renaissance au XVIIIe siècle, qui structure des pratiques de connaissance pour l'action. Et ça consiste à capter, à ordonner et à diffuser de manière normalisée des savoirs techniques qui jusque-là étaient épars et diffus dans le but d'œuvrer au bien public et d'enrichir l'État. Et voilà, avec donc finalement on voit bien, ça résume finalement tout ce qu'on a vu, on voit bien que c'est bien à ça qu'on avait affaire. On a des auteurs et des lecteurs qui finalement appartiennent au même monde. Là encore, c'est une citation d'Hélène Vérin. Celui qui, à quelques titres, contribue à l'exercice du pouvoir. Et en ça, on voit bien que, enfin, c'est quelque chose, qu'on a, je crois, bien illustré. Alors, je voudrais terminer. J'ai le temps ? J'ai encore 3-4 minutes ça. Avec donc Boissier de Sauvage, qui utilise l'expression lui-même pour décrire son projet. Il dit: moi, je réduis en art la sériciculture. Voilà, c'est juste, j'insiste là-dessus pour bien vous dire que voilà, le titre n'était pas. On est vraiment dans une expression qu'on emploie à l'époque et que les hommes auxquels je m'intéresse ici emploient. Boissier de Sauvage, dans le projet de son ouvrage qu'il présente à l'Académie des sciences de Montpellier en 1749, emploie l'expression et dit qu'il veut réduire en art la sériciculture. Alors, Boissier de Sauvage, c'est pas n'importe qui. Alors, son frère est beaucoup plus connu que lui. Son frère est un des médecins les plus célèbres de son temps. Mais lui aussi, c'est quand même quelqu'un qui compte dans la République des sciences de cette fin du XVIIIe siècle. C'est un naturaliste tout à fait éminent, linnéen, assez convaincu, et qui donc formule assez tôt, notamment en collaboration avec son frère, un projet donc de recherche qu'il conçoit sur plusieurs années sur la sériciculture. Et pour ça, il demande un soutien financier qu'il obtient au bureau du commerce. Il correspond à ce propos avec Trudaine, avec Gournay. Il est donc financé pendant plusieurs années pour mener des enquêtes sur la sériciculture. Et il va faire une enquête de terrain auprès des sériciculteurs cévenols. Lui-même est cévenol, il vit pas très loin d'Alès. Alors, quelques citations de lui pour finir et illustrer cette idée de réduction en art. D'abord, les sources, ce sont les praticiens, ce sont les hommes de l'art.
nous avons heureusement chez nous des personnes très en état de donner des leçons, hein, et écrit Boissier de Sauvage. Et il parle des sériciculteurs, hein, de ces gens qu'on paye parfois très cher pour venir diriger un élevage de vers à soie dans les Cévennes. Il parle aussi d'ailleurs, hein, des pépiniéristes spécialisés dans la production de mûriers. Hein, mais bon. Et donc il cherche, hein, je vous l'ai dit, il le dit lui-même, à réduire en art, hein, ce qu'il appelle malgré tout, même si ces hommes, et c'est dans cette ambiguïté que c'est très intéressant, hein, même si ces hommes sont très en état de donner des leçons, hein, ils sont sous l'emprise de la routine, hein, et de la routine incertaine. Et lui, Boissier de Sauvage, en naturaliste, eh bien, entend finalement compiler, comparer, hein, les pratiques et les secrets, hein, de ces praticiens, et les confronter, hein, à des expériences qu'il va mener dans son cabinet, dans son laboratoire, on pourrait dire, hein, pour déterminer quelles sont les meilleures, hein, quelles sont celles qu'il faudrait écarter, comment améliorer tel ou tel point. Ce qui est intéressant, c'est qu'il relève aussi dans sa préface un certain nombre de difficultés de communication, hein, avec ses praticiens, avec ces gens qu'il appelle des hommes de l'art. Hein. Difficultés de communication, hein, et on sent quand même un certain mépris, hein, à leur égard, bon, qui est commun. Hein. Il faut, écrit-il, hein, deviner la pensée de gens grossiers et peu intelligibles, qui me font quelquefois mystère, hein, des moindres choses. Et on sent une sorte de résistance ici, hein, de résistance à l'enquête des hommes de l'art qui sont pas forcément, un peu réticents, hein, à l'idée de livrer tous leurs secrets. Et donc, et il l'explique là encore dans sa préface, il développe une sorte d'art du questionnaire. Hein, comment, voilà, on est vraiment dans la captation, hein, de savoir. Et donc, il développe un art du questionnaire qui repose, selon lui, hein, et c'est en ça, dit-il, qu'il se distingue des autres auteurs de traités séricicoles, hein, sur une bonne connaissance préalable, hein, du sujet. Voilà, donc pour conclure sur Boissier de Sauvage, et sur la réduction en art, hein, on voit qu'on a affaire ici à un auteur qui se situe finalement, qui se conçoit dans une position intermédiaire, à la fois élève finalement, hein, et maître, hein, de ce qu'il appelle les hommes de l'art, et il se sert, hein, de ses savoirs naturalistes pour améliorer, hein, les pratiques qu'il observe. Autre chose qui est très intéressante aussi, c'est que dans sa préface, hein, il affirme que tout ce travail qu'il a entrepris, hein, est destiné aux propriétaires, hein, et aux propriétaires de mûriers. Qui emploient, hein, qui louent leurs feuilles. Hein. Bon, il y a différentes modalités de valorisation, mais bref, il écrit aux propriétaires de mûriers pour les rendre, hein, et c'est ce qu'il écrit, pour les rendre plus capables de diriger les opérations de sériciculture. Donc finalement, et c'est encore lui qui l'écrit, hein, les lecteurs, hein, les gens qui allaient lire son traité, allaient lui servir de traducteur auprès des praticiens. Et donc, en les dirigeant, finalement, en lisant son livre, ils allaient pouvoir diriger les praticiens, hein, et en ça, finalement, boucler la boucle. Hein. Et on voit bien ici que l'amélioration de la sériciculture, à travers ce processus de réduction, cette opération de réduction en art, est pensée, hein, comme un processus circulaire, hein, assez complexe, hein, qui est fait à la fois de transfert, et à chaque fois accompagné de traduction, hein, de savoir, et qui est un processus au sein duquel, bien sûr, l'imprimé, hein, joue un rôle central, un rôle vraiment de pivot, hein, et de fixateur, hein, de ces savoirs qui vont être transmis, traduits, transmis. Voilà. Je pense que je vais m'arrêter là. Il y avait la question du format qui aurait été intéressante, mais on pourrait y revenir éventuellement. Je pense qu'il faut que je laisse un petit peu de temps pour les questions, donc je m'arrête là. Voilà, merci. Merci beaucoup pour cet exposé très dense et très détaillé, qui va sûrement induire un certain nombre de questions. C'était absolument passionnant de voir et de terminer sur la réduction en art. Parce que quand cette chose de la réduction en art est apparue, le livre de Glattini et Hélène Vérin, c'était à la fin des années 90, par là, non ? Début des années 2000. Mais le séminaire commence peut-être à la fin des années 90. À Rome, oui. Et toujours est-il que moi, je débarquais, je ne comprenais pas du tout ce que c'était la réduction en art, parce que ce n'était pas une notion qu'on employait jusqu'alors. Hein.
Et en fait, c'était des choses qu'on connaissait, mais on ne savait pas que ça s'appelait comme ça. Et donc, votre démonstration est absolument passionnante parce qu'on voit vraiment une application de cette réduction en art et surtout l'emploi du terme, hein, de l'expression. Et je voulais savoir, en fait, quand apparaît l'expression justement employée par les gens du temps. Bien avant le XVIIIe siècle. Alors, bon, ce qui est assez connu parce que c'est expliqué dans l'introduction de ce livre, c'est que, par exemple, Louis Leroy, qui est un auteur, un grand humaniste du XVIe siècle, emploie l'expression dans les années, si ma mémoire, je ne suis pas seizièmiste, mais voilà, dans les années 1550-60, il emploie l'expression. Après, c'est finalement un concept dont on peut retracer l'histoire déjà à l'Antiquité, hein, si on pense par exemple à des traités d'art militaire antiques, c'est finalement un concept qui peut être appliqué, assez largement dans l'histoire. Mais voilà, l'expression, je crois, commence à être vraiment employée au XVIe siècle. Une autre question. Moi, il y a quelque chose qui se transparaît dans ce que vous avez raconté, mais j'aimerais que vous me précisiez un peu. Pour moi, un cultivateur, à l'époque, ne savait pas lire. Alors donc, est-ce que vous appelez les sériciculteurs, les mûriers sont des propriétaires, en fait. Ce sont des gens qui ont des propriétés et qui emploient des gens considérés comme des imbéciles, d'ailleurs, par votre abbé. Oui, alors bon, c'est vrai que j'ai vraiment centré le propos sur l'imprimé et j'aurais peut-être dû détailler davantage les acteurs, etc. Alors, oui, bien sûr, les livres ici, c'est un peu ce que c'est un peu ce que je comptais dire en fait dans cette dernière sous-partie, hein, et c'est l'aveu d'échec finalement de toute cette politique. Donc, en fait, ma réponse est là, hein, dans la dernière sous-partie que j'ai sautée. C'est assez intéressant parce que finalement, si on revient en arrière, si on regarde comment on espère diffuser les savoirs sur la sériciculture au début du XVIIe siècle, ça repose très largement sur l'image. Sur des gravures comme celle-ci qui permettent d'être... Donc, sinon, le problème de l'accès à la lecture est tout à fait... on s'en saisit. Et d'ailleurs, on le trouve dans les textes de la FEMAS, par exemple, qui dit qu'il faut distribuer les instructions aux hommes les plus entendus du village, qui vont être capables de les lire et qui vont être ensuite capables de les expliquer oralement aux principaux... à ceux qu'on espère vraiment convaincre... à savoir la masse des cultivateurs qui sont plutôt incapables de lire ce texte. Ça repose aussi sur des experts qu'on emploie. On en emploie une cinquantaine dans le cadre de la première entreprise des soies, par exemple. Ils vont devoir aller dans chaque élection de la généralité, pour démontrer. Et donc ils viennent avec leur caisse, c'est stipulé dans les contrats. Ils doivent venir avec leur caisse, avec des feuilles de mûrier, des verres à soie de différents âges, etc. si possible, et puis faire des démonstrations sur la place publique ou devant l'église pour former les gens. Voilà. Et de manière tout à fait intéressante, au XVIIIe siècle, finalement cette question n'est pas si présente. Et on voit bien que tous ces traités de sériciculture, en effet, ne s'adressent... le but n'est pas véritablement de parler, si on peut dire, à la masse des cultivateurs, si on veut, mais vraiment aux propriétaires, qui sont considérés, c'est un peu ce que j'essayais de dire à la fin, comme justement des gens qui vont pouvoir toucher, jouer ce rôle finalement d'intermédiaire entre les auteurs de traités et les paysans. Alors, dire sériciculture...
qu'est-ce qu'on entend par sériciculteur? Il faudrait peut-être plutôt employer un terme vraiment de l'époque, par exemple Magnanier alors c'est aussi beaucoup des femmes, hein, mais voilà, c'est plutôt des gens qui, pour le coup, étaient, on pourrait dire, des ouvriers agricoles très spécialisés, très qualifiés, hein, qui, pour un grand nombre d'entre eux, savaient manifestement lire, parce qu'ils savaient à peu près écrire quand même pour beaucoup, hein. Maintenant, est-ce qu'ils lisaient ces textes? Bon, là, c'est très difficile de répondre à cette question avec les sources dont on dispose, hein. Mais bon, voilà, peut-être je laisse la place à d'autres questions, mais c'est une question tout à fait intéressante. Et finalement, on y vient à la fin du siècle, hein. Dans les années 1780, par exemple, en Bourgogne, les États de Bourgogne réfléchissent à cette question. Ils ont essayé, à l'échelle de la Bourgogne, d'implanter la sériciculture. Et puis, finalement, on se rend compte que ça n'a pas marché. Et justement, ça n'a pas marché pour ça. Bon, c'est assez incroyable, hein, de voir il faut attendre 1786 pour qu'on se dise « Ah oui, mais en fait, on n'a pas diffusé un petit texte de 3-4 pages, très clair, très facile à distribuer très largement, pour parler à tout le monde, etc. » Donc c'est cette question du format, finalement, qui va permettre de toucher le plus grand nombre, apparaît étonnamment, hein, très tardivement. Bonjour. Ce qu'il faut réaliser également, c'est que cette activité d'élevage de vers à soie était une activité strictement familiale. C'est-à-dire que chaque foyer élevait ses vers à soie dans la maison au départ. Ah, et quand ils ont vu que ça pouvait rapporter de l'argent, donc on a essayé d'en élever un peu plus. Donc la maison était pas assez grande, même en sortant la grand-mère, le grand-père et tous les autres. Donc on a commencé à construire ces fameuses magnaneries. Les familles n'étaient pas du tout informées sur les techniques et apprenaient par l'exemple. Ce qu'il faut également réaliser, c'est que cette activité de production de vers à soie faisait quasiment l'objet d'un secret. C'est-à-dire que ce soit au niveau des seigneurs, que ce soit au niveau des responsables, des familles, chacun élevait ses vers à soie sans que les autres sachent ce qu'ils ont élevé, parce que le succès leur apportait de l'argent. Et si on regarde l'histoire de la soie, eh bien, la soie est arrivée en France par le biais de François Ier et Henri IV, hein, tout simplement parce qu'il fallait trouver des devises compte tenu des vêtements en soie et en velours de soie que ces bons rois utilisaient. Mais la sériciculture n'est pas arrivée avant disons, XVIIe siècle, le XVIe siècle. Parce que en Italie, eh bien, les gens gardaient également le secret de la soie. Chaque fois, si on repart de l'histoire du ver à soie et des soieries, chaque fois que le ver à soie arrivait dans une contrée, eh bien, il était protégé et il était sous le boisseau du secret, parce que c'était à l'origine de richesse. Donc, on n'avait pas intérêt à ce que les autres en produisent aussi. Et c'est ce qui explique qu'il a fallu plus de 5000 ans pour que le ver à soie et les soieries et les élevages de ver à soie arrivent en Europe. Donc cette notion de secret a en permanence été conservée, volontairement ou involontairement, mais quand on voyait que dans une autre région ou dans un autre pays, comme ils appelaient autrefois, hein, la commune voisine, eh bien, il y avait des gens qui se mettaient à élever des vers à soie, eh bien, les gens en avaient peur, hein. Et c'est ce qui a contribué au ralentissement et à une faible diffusion, en particulier au niveau du XVIIIe siècle,
de la sériciculture. Oui, alors bon, merci. Vous dites il y a beaucoup de choses à dire par rapport à votre remarque. Alors le secret, oui, ça me permet de commenter rapidement cette gravure de Philippe Gall et de Stradano, qui représente un récit qui est présent chez Procope de Césarée, et qui raconte en fait le moment où l'empereur romain d'Orient, Justinien, reçoit de 2 moines un bâton dans lequel ils ont dissimulé des graines de verre à soie, qu'ils ont réussi à dérober en Inde et à faire passer, la frontière, alors que les Perses justement gardaient très secrètement, très jalousement le secret de la soie. Donc oui, il y a bien sûr cette idée du secret. Maintenant, si on retourne dans l'Europe et les relations, par exemple, franco-italiennes, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous dites sur vraiment les dates exactes, le fait qu'il n'y a pas comment dire, la sériciculture, par exemple, on a des traces de sériciculture dans les Cévennes dès le XIIIe siècle. Je veux dire, il y a des... Alors, c'est pas massif, je suis bien d'accord avec vous. Non, mais vous avez parfaitement raison. Mais voilà, je veux dire, ça circule quand même. Et voilà, c'est bien sûr au sein de chaque foyer, dans le village. Bon, on va pas se raconter tous les secrets. Bon, après tout ça, c'est des choses qui sont très difficiles à documenter, parce qu'on n'a pas de sources en fait. Maintenant, donc oui, tout à fait. Cette question du secret, vous avez raison, est tout à fait importante, tout à fait centrale. On la retrouve aussi au XVIIIe siècle avec l'idée des voyages, finalement, des voyages ce qu'on appelle parfois un peu anachroniquement de l'espionnage industriel, mais voilà, récemment l'historienne Paola Bertucci a proposé d'appeler des voyages d'intelligence, et il y en a beaucoup en effet, entre la France et l'Italie. Pensez au célèbre Abbé Nollet, mais aussi à Boissier de Sauvage, qui se livre à ça aussi, parce qu'on cherche à aller voir comment les Italiens font. Et bien sûr, les Italiens, là encore, ça montre que ce que vous dites est tout à fait juste. Les Italiens gardent leurs secrets, bien sûr. Donc oui, tout à fait. Et puis deuxième chose, oui, vous avez raison aussi, bien sûr, j'aurais sans doute dû peut-être insister davantage là-dessus, le noyau la cellule familiale, et le cadre. Alors dans les régions séricicoles, mais voilà, après c'était pas forcément le centre de mon propos ici, mais dans les régions séricicoles, prenons les Cévennes par exemple, vous avez tout à fait raison de le rappeler, on a affaire à des villages où tout le monde, tout le monde élève des vers à soie. Mais justement, c'est intéressant parce que finalement tout le monde élève des vers à soie, ça rapporte, ça permet c'est vraiment inscrit dans le cadre de la pluriactivité omniprésente à cette époque-là. Et on cherche à élever tellement de vers à soie, et on peut en élever dans son intérieur plus qu'on ne peut en nourrir. D'où le rôle du mûrier, et la place du mûrier comme culture de rente, comme culture spéculative dans laquelle vont investir en fait les riches propriétaires qui vendent la feuille à des paysans pluriactifs qui ont besoin de numéraire pour payer l'impôt, pour s'acheter de nouveaux biens, etc. Et qui n'ont pas assez de terre et qui n'ont pas assez de mûriers pour nourrir tous les vers qu'ils espèrent nourrir. Voilà. Maintenant, un certain nombre de ces grands propriétaires qui investissent dans des grandes plantations, parce qu'il y en a, au XVIIIe siècle, il y a vraiment, quand on regarde dans les archives notariales, on en trouve vraiment beaucoup, des grands propriétaires qui investissent dans des plantations tout à fait conséquentes, de plusieurs milliers de mûriers, et qui vont louer la feuille, ou alors faire des contrats, il y a différents types de contrats de magnanerie, mais avec ce qu'on pourrait dire des sériciculteurs professionnels, des magnaniers qui pour le coup sont plutôt des hommes, même si dans le cadre vraiment très répandu, dans le cadre de la famille, la sériciculture est plutôt une affaire de femmes, l'élevage des vers à soie est plutôt une affaire de femmes. C'est une question très très intéressante mais qui a été très étudiée, on n'a pas trop le temps de revenir dessus, mais voilà. Il y a aussi des sériciculteurs qui sont plutôt des hommes qui vont
comme ça, prendre en charge, souvent en se rémunérant avec la moitié des cocons issus de la récolte, des très gros élevages de vers à soie dans ce qu'on va commencer à appeler des magnaneries plutôt au XIXe siècle, et qui se servent donc de grandes plantations de mûriers. Voilà. Mais merci beaucoup pour toutes pour vos remarques. Oui. Une dernière question. Oui, bonsoir, moi j'avais une question qui concernait, alors ça nous ramène un petit peu en arrière, ou en tout cas au tout début de votre intervention, mais juste peut-être en 2 mots, puisqu'au 18e, donc, vous concluez quand même que le savoir-faire et le pouvoir dire ne se rencontrent pas, et je voulais savoir si vous faites le même constat sur Olivier de Serres, justement, du coup, puisque, en tout cas, l'idée qu'on en a, c'est quand même que son pouvoir dire, ou en tout cas ses traités, sont basés sur vraiment son savoir-faire. Donc voilà, c'était juste pour savoir, vous qui avez travaillé sur cette question, ce que vous en pensez. Ouais, merci. Alors quand je dis savoir-faire et pouvoir dire ne se rencontrent pas, voilà, dans certaines situations, dans les exemples, que je mobilisais dans cette sous-partie. Maintenant, dans le cas d'une réduction en art comme celle de Boissier de Sauvage, par exemple, je crois que justement on voit bien que l'imprimé établit des connexions intéressantes entre ceux qui savent mais qui ne peuvent pas vraiment dire, et ceux qui peuvent dire mais qui savent aussi, comme Boissier de Sauvage. Pour ce qui est Olivier de Serres, oui, tout à fait. Non, je pense que pour le coup, je pense que ce qui est intéressant dans ce que j'ai pu un peu montrer, c'est qu'il a un intérêt économique, personnel dans cette affaire. Maintenant, pour ce qui est de la légitimité, de son expérience véritable en la matière, elle est tout à fait attestée, sans aucun doute. On a retrouvé, par exemple, et ça a été édité par Dominique Margnat, son livre de comptes, et on sait qu'il élève des vers à soie depuis les années, je crois depuis 1564. Donc ça veut dire que quand il publie son échantillon en 1599, ça fait déjà un certain moment qu'il élève des vers à soie sur son domaine du Pradel. Donc il a bien sûr une expérience tout à fait personnelle et véritable de la sériciculture. Ça c'est, je pense, assez indiscutable. Je voulais pas m'attaquer comme ça à Olivier de Serres quand même. J'oserais pas. Bien, merci beaucoup. Donc on va s'arrêter là, excusez-nous. Ou alors 30 secondes, parce qu'il faut être un peu sympa avec le gardien qui doit terminer son... C'est pour donner également une autre information sur l'importance du mûrier. Pendant tout le XVIIe siècle, la sériciculture a plus ou moins périclité. Et, entre guillemets, par chance, l'hiver 1709 a été terrible, si bien que ce soit les châtaigniers, les oliviers, la vigne, tout était plus ou moins gelé. Et le seul arbre qui était capable de pouvoir pousser vite et donner des profits rapidement, c'était le mûrier. Donc, les paysans se sont remis à la culture du mûrier et à refaire du ver à soie. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre attention.